Côte d'Ivoire, le viol menace femmes et enfants. Selon la représentation Côte d'Ivoire de l'Organisation des Nations Unies, soutenue par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, plus de 1000 cas de viol et de tentatives de viol ont été commis en Côte d'Ivoire dans la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015. Un rapport qui montre que ce mal social est bien une réalité en Côte d'Ivoire. Je connais une fille qui a été violée par des jeunes de son quartier lorsqu'elle avait 10 ans. J'ai une amie qui a été violée. C'est une camarade, elle a été violée. Selon la définition juridique du viol, c'est tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise. En Côte d'Ivoire, il n'y a même pas une définition du viol dans le code pénal, une loi pas vraiment répressive sur le viol qui conduit très souvent les victimes et les parents à adopter la loi du silence ou traiter les cas de viol de façon consensuelle dans les villages et communautés. Heureusement pour moi, je n'ai jamais été victime de viol. Néanmoins, je connais une amie qui avait été violée dans le temps. Mais je suppose que pour une question d'honneur, elle n'avait pas voulu en parler à ses parents. Et quand elle est tombée malade, ça n'allait vraiment pas du tout. Elle est allée à l'hôpital et malheureusement, c'est à l'hôpital qu'elle est décédée. Et l'autopsie a révélé qu'elle avait été victime de viol. Alors les parents sont allés porter plainte et la police a mené l'enquête. Aujourd'hui, le coupable est en train de purger sa peine à la MACA. Bon, elle n'a pas porté plainte parce qu'elle était toute petite, elle avait 10 ans. Et 10 ans, on n'a pas la mentalité sur la police. Elle n'a pas eu aussi le courage de dire ça à ses parents. Parce qu'elle était très petite et elle avait peur. Ce que j'avais demandé pourquoi elle n'avait pas porté plainte, elle m'a dit qu'elle avait vraiment peur de la réaction de ses parents. Et elle trouvait ça déshonorant également parce que ça allait prendre toute la cité, cette information. Quand elle va porter plainte, elle ne sait pas qu'est-ce que les parents vont penser, puisqu'elle a la décision d'elle-même. Si elle porte plainte, les parents disent bon, on ne t'a pas envoyé, on t'a pas envoyé plus. C'est ce qui s'est passé. Elle m'a dit simplement que non. Ce n'est pas la première fois. La première fois, là, elle a dit à ses parents, les parents n'ont pas porté plainte la première fois. Bon, la deuxième fois encore, elle dit il ne sera rien encore d'aller dire à ses parents. Donc, elle a gardé ce qu'elle pouvait suivre. Alors l'histoire que je vous raconte concernant le viol de ma soeur, on était donc très jeunes, en vacances au village. Et cela tout s'est passé. Un soir, on nous a envoyé à la boutique. Et au retour, moi, je suis vite rentré derrière. L'action s'est passée. Puisque c'était au village, les parents n'ont pas porté plainte comme il se doit, voilà, selon les civilités. Mais bon, à l'amiable, ça a été réglé. La plupart des viols commis en Côte d'Ivoire restent impunis. C'est la conclusion d'un rapport publié le lundi 11 juillet 2016 par la mission des Nations Unies dans le pays. Une loi pas très précise, pas de véritable sanction pour le viol. Une situation qui interpelle des acteurs judiciaires ivoiriens qui recommandent des textes de loi plus clairs pour une meilleure prise en charge des survivants de violences basées sur le genre. Voilà, le thème dont on a parlé depuis le début de cette émission, c'est quel recours en cas de viol. Donc avec Maître Koné Kiobien, on va élargir un peu le panorama, parler donc de violence sexuelle. Parce que le viol fait partie donc des violences sexuelles. On va revenir vraiment sur toutes ces spécificités-là. Et vraiment, vous pouvez réagir à tout moment sur le hashtag Matin Bonheur à travers les différentes déclinaisons Instagram, Facebook et puis même Twitter. Maître Koné Kiobien, bonjour. Bonjour, merci. Qu'est-ce qu'on appelle violence sexuelle? Bon, en fait, de violence sexuelle, il faut dire, c'est un vocable. En fait, de violence sexuelle, il faut ramener tout ce qui est acte de violence en rapport avec le sexe. D'accord. Donc à l'intérieur, on a le viol. On a le viol. Les agressions sexuelles. On a l'attentat à la pudeur. D'accord. Et on a l'atteinte publique à la pudeur. Également le l'outrage public à la pudeur. Pardon? Je demande si le harcèlement à l'intérieur. Il y a le harcèlement. D'accord. Donc je disais qu'il y a 4 types de violences sexuelles. L'acte de violence en rapport avec... Acte de violence en rapport avec le sexe. D'accord. Et sous ce vocable, il faut intégrer le viol, l'attentat à la pudeur, l'outrage public à la pudeur et le harcèlement sexuel dont on a parlé ici une fois. Certains m'ont demandé pourquoi je n'ai pas été incisif sur le harcèlement sexuel. En réalité, il y a des actes qui sont commis une seule fois. L'acte peut être commis par un patron sur une subordonnée. On entend souvent dire, il m'a poursuivi dans son bureau, je n'ai eu la vie sauf que grâce à mes collègues qui sont arrivés à temps. Il faut le poursuivre pour harcèlement. Mais si on le poursuit pour harcèlement, on lui demandera, mais est-ce qu'il y a eu répétition d'actes?
la condition de répétition qui fait défaut va faire que le harcèlement ne pourra pas être retenu. Mais est-ce pour autant qu'on dira que la personne n'a pas fait quelque chose de mal? Si, en ce moment, on commence à regarder la nomenclature des violences sexuelles, l'acte que la personne a posé, qui est violent et qui a un rapport avec le sexe, si c'est un viol, une tentative de viol, si c'est un attentat à la pudeur ou si c'est autre chose que le harcèlement. Justement, c'est quoi un viol? Le viol, c'est tout acte de relation sexuelle, de rapport sexuel imposé. C'est-à-dire volonté d'avoir un rapport sexuel, de refus de partenaire ou de la partenaire d'avoir ce rapport. Pour un homme ou pour une femme? Pour un homme ou pour une femme. Quel que soit le sexe. Tout acte sexuel imposé est un viol. Et l'agression sexuelle? Mais l'agression sexuelle, justement, quand on dit viol, tout le monde dit c'est un viol, mais on regardera parfois, il peut y avoir agression sexuelle sans viol. Par exemple, un attentat à la pudeur, ou bien un outrage public à la pudeur, ça peut être, ce ne sont pas des viols. Mais vous voyez, par exemple, c'est des personnes dont le consentement souvent est plus ou moins biaisé. Par exemple, la personne est une mineure, on dira le consentement du mineur n'est pas éclairé, le consentement de la mineure n'est pas éclairé, mais consommer sans violence, on parlera en ce moment-là d'attentat à la pudeur. C'est pourquoi très souvent, dans les procédures, il y a des procédures qui commencent sous le vocable viol, mais après analyse, on le mue en atteinte publique à la pudeur ou bien en attentat à la pudeur. Bon, l'attentat à la pudeur, en réalité, comme l'a dit dans l'élément, notre code n'est pas clair, n'est pas net. Vous ne verrez que dans les différentes catégories d'agression sexuelle, le viol n'est pas défini. L'attentat à la pudeur, on a tenté de faire une définition, mais il n'y en a pas en réalité. C'est un peu la on dit quiconque commet un attentat à la pudeur, consommer ou tenter avec violence, c'est une personne. C'est tout, voilà ce que la loi dit. Quiconque commet un attentat à la pudeur, mais dans le code, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Mais par contre, vous voyez, le harcèlement, le législateur a eu le temps de le définir. Maintenant, l'outrage public à la pudeur a été défini. On dit l'outrage public à la pudeur consiste en un acte impudique ou contre nature avec un individu du même sexe, ainsi de suite. Ici encore, il n'y a pas une définition réelle. Alors, je rappelle aux téléspectateurs, sans vous couper, que nous sommes déjà revenus en long et en large sur le harcèlement. C'est la raison pour laquelle, dans cette émission, on va se focaliser directement sur le viol, l'attentat et l'outrage. Justement. Donc, le viol n'est pas défini. Donc, c'est seulement dans la littérature, dans le leçon et l'essai à la jurisprudence. En matière pénale, il faut être clair, il y a un principe, l'interprétation par analogie n'existe pas. Le principe en matière pénale, c'est définition précise du crime, c'est-à-dire de l'infraction, définition précise de la sanction. Donc, vous entendrez dire « nullum crimen nulla pena sine lege ». Nul crime, nulle peine, sans loi. Mais lorsque vous dites par exemple, le viol est puni de l'emprisonnement de 5 ans à 20 ans, la peine est celle de l'emprisonnement à vie si l'auteur est aidé dans son crime par un tel. Le viol, c'est quoi? Justement. Il n'y a pas de définition. Et heureusement, dans le code pénal en examen présentement, on a eu le nœud creux de définir l'acte de viol, qui a été aligné sur la définition du viol par les Nations Unies, qui a consisté à dire tout acte de pénétration anal ou nous sommes à la télévision, il y a des enfants qui regardent, mais nous dirons tout acte de pénétration, anal, vaginal ou par tout orifice avec violence, qu'il soit sexuel, sans le consentement. Donc, ça fait que aujourd'hui, au moins quand ce code-là sortira, vous aurez une définition claire. Mais dans le code que nous appliquons présentement, il n'y a pas de définition. Il y a beaucoup de zones d'ombre, mais malheureusement, ces zones d'ombre-là peuvent être exploitées. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'on cherche dans la jurisprudence extérieure. Surtout par vous, les avocats. Non, pas forcément. Merci. Vous savez, ce qu'il faut comprendre, l'avocat est aussi homme de la cité. Il est aussi victime, il est aussi touché par les maux de la société. L'avocat ne défend pas pour défendre, il défend pour démontrer que le droit de celui qui a commis l'acte doit être aussi reconnu et protégé. Imaginez-vous une minute qu'il n'y ait pas d'avocat.
la vindicte populaire fera le reste. Non, on a besoin de vous, surtout sur ce plateau. Dites-nous, malheureusement, si quelqu'un est victime de viol ou d'agression sexuelle, quelle est la première chose à faire? La première chose à faire, c'est de porter plainte. La première chose à faire, c'est de porter plainte. S'il s'agit d'une personne mineure, les parents peuvent le faire. J'ai vu quelque part que la victime ne doit pas prendre une douche, elle ne doit pas changer de vêtements, elle doit aller telle qu'elle au commissariat. Directement, c'est vrai? Ça, c'est inscrit nulle part dans le code. Mais seulement, certainement pour les examens médicaux, pour tout ce qu'il y aura comme expertise, on peut dire cela. Mais je ne vois, si on dit que la personne ne doit pas prendre une douche, je conçois ça difficilement. Certainement que les médecins auront leurs raisons, mais franchement, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire si c'est ainsi qu'il faut faire, ainsi de suite. Et justement, par rapport aux procédures, quand on arrive au commissariat, est-ce que quand on arrive au commissariat, ce sont les policiers là qui nous emmènent faire des examens médicaux ou on nous demande de retourner, revenir avec des examens médicaux? Comment le parcours se passe quand on arrive? Bon, une personne est victime de viol. La victime est victime d'agression sexuelle. L'agression sexuelle. Mais l'agression sexuelle, elle se prouve par tout moyen. Donc la personne porte plainte, mais il y aura des enquêtes préliminaires. Et au cours de ces enquêtes préliminaires qui peuvent vous prendre, imaginez-vous si elles prennent des mois, la personne ne va pas se lever pendant ces mois-là. Ah, d'accord. Donc, les enquêtes préliminaires va consister pour l'autorité chargée de l'enquête de faire tout ce qu'il y a comme élément d'investigation, notamment les auditions des témoins, les prélèvements s'il le faut, ou bien le rassemblement de certains indices, ainsi de suite. D'accord. Et cela permettra, une fois les éléments réunis, de conduire, s'il y a des personnes arrêtées ou des personnes, de conduire tout le dossier, comme le dit l'article 76, lorsque les officiers de police judiciaire finissent leur enquête, tout le dossier est transféré au procureur. Donc c'est au procureur de prendre la décision idoine. Alors donc la personne qui est victime d'agression sexuelle va se présenter, parce que c'est là-bas qu'on va qualifier pour voir si c'est un viol ou pas. Non, c'est les éléments de l'enquête qui finiront par déterminer, par classifier l'agression. C'est ce que je dis. C'est-à-dire que quand il y a eu le délit, quand ça vient de se passer, que la personne va se présenter, la personne ne peut pas aller affirmer tout de go, j'ai été victime d'un viol. Non, ce sera à l'appréciation des dossiers, des pièces, des témoignages et autres. On dira effectivement c'est un viol et en fonction... viol, ou ainsi de suite. Mais il arrive des moments où ce n'est pas des cas tels que vous décrivez la situation. C'est une personne qui est victime d'une agression sexuelle, tout de suite elle va se présenter. Il peut ne pas être, les choses peuvent ne pas être comme cela. Les choses peuvent être, il peut y avoir des faits passés. Par exemple, lorsqu'on a dit ce monsieur qui parlait, sa petite soeur a été victime de viol, ils étaient au village, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, une fois que le fait est commis, même des années après, on peut porter plainte. Il n'y a pas de prescription. Il y a pas de prescription. Si les faits sont qualifiés viol, la prescription, c'est 10 ans. Parce que c'est un crime. Si les faits sont qualifiés attentat à la pudeur ou bien outrage public à la pudeur, ce sont des délits ou bien harcèlement, ce sont des délits. Le cas de Roman Polanski, depuis 1960, le célèbre réalisateur, vous êtes très cultivé, vous connaissez, mais ça fait des années, ça fait plus de 10 ans. Non, en réalité, nous n'avons pas la même législation. Nous n'avons pas la même législation. Aujourd'hui même, vous constatez qu'il y a des faits qui sont passés dans les années 70, qu'on commence à poursuivre aujourd'hui pour viol, pour agression sexuelle ou pour autre chose. Mais cela n'est pas le cas chez nous. On n'a pas la même législation. Ce qui fait que chez nous, les faits sont encore encadrés par, malheureusement, le cueil de la prescription. C'est dû à quoi? C'est dû à notre loi. Qui n'est pas assez audacieuse? Non, pas qu'elle n'est pas audacieuse. Certainement qu'au moment de l'écriture de cette loi, nous parlons des années 1965, notre code pénal, la dernière fois qu'on l'a modifié en 2015, mais c'est une loi de 81 et qui a repris certaines dispositions de la loi de 65. Ce qui veut dire qu'il est vieux. Il y a des réalités aujourd'hui qui apparaissent. Un toilettage qui s'impose. Voilà, justement. Et c'est en bonne voie, selon ce que vous avez dit, c'est en bonne voie. En tout cas, il y a un code qui a été, il y a une nouvelle monture du code pénal qui a été faite, qui a été revue, qui a été vue et revue, qui est aujourd'hui retournée à l'exécutif. Certainement que dans les jours à venir, on le fera passer à l'Assemblée nationale. On espère. Oui. On espère. D'accord. Donc, si malheureusement l'affaire est portée devant les tribunaux, et que mon accusation, si je suis violée, mon accusation est rejetée, est-ce qu'il y a un autre recours? Mais rejetée, c'est-à-dire? Bon, les preuves ne sont pas suffisantes et qu'on trouve que les preuves ne sont pas suffisantes. Est-ce qu'il y a un autre recours? Mais si les preuves ne sont pas suffisantes, ça veut dire qu'il n'y a pas d'infraction.
S'il n'y a pas d'infraction, c'est cela. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que souvent, il y a des fantasmes qui animent certaines personnes. L'occasion nous a été donnée de voir des dossiers de personnes accusées de viol, mais lorsqu'on décrit les circonstances, souvent on se demande comment cette infraction a pu être possible. Prenez le cas d'une fillette dont les parents ont porté plainte. Au moment de la procédure, au moment de l'audience, elle décrit qu'en réalité, sa mère la battait tous les jours et que chaque fois, c'est un monsieur qui est dans la cour avec eux qui la sauvait. Et un jour, elle s'est essayée à certains actes d'adultes et au dernier moment, on s'est rendu compte que cela a créé des effets plutôt pervers. Les parents portent plainte. Et dans son entendement, si elle dit que c'est ce monsieur, sa mère qui a l'habitude d'avoir peur de lui, ne va pas la frapper. Et l'affaire arrive au tribunal. Et au cours de la procédure, c'est en ce moment elle commence à faire cette révélation. Vous voyez, dans le quartier, le monsieur est accusé de viol. On arrive à l'audience, les circonstances changent. Qu'est-ce que l'on dira? Oui, la justice n'a pas fait son travail, ainsi de suite. C'est pourquoi les affaires de viol, comme le disent certains auteurs, ce sont des affaires extrêmement compliquées. Parfois, il n'y a pas de témoin. C'est seulement la Généralement, parole. Généralement, il n'y a pas de témoin. Il n'y a pas de témoin. C'est seulement la parole de l'un contre l'autre. Ou bien, mais il y a des indices, un faisceau d'indices. Lesquels? Les psychiatres, on devait utiliser chaque fois les expertises psychiatriques dans ce type de dossier. Vous savez, j'ai suivi un dossier de violence sexuelle, mais à la vue de l'auteur, la réaction de la victime ne se faisait pas attendre. Vous savez, souvent à la police, on fait passer des personnes derrière une glace et puis on demande à la personne de la déterminer. Mais à la vue de l'auteur, la fille s'est évanouie à la limite. Donc aujourd'hui, s'il y avait un psychiatre, il pouvait dire, voilà, telle situation est ceci. Bon, heureusement, ça a été rattrapé. Mais combien de fois il y a des victimes de viol qui ne peuvent pas être... soit qui refusent même d'en parler parce qu'elles se disent que si aujourd'hui je le dis, dans le quartier, on va se moquer de moi. Ou bien, on la menace. Si vous parlez, on vous fait ceci. Mais il faut refuser de céder à la menace. Il y a plusieurs indices souvent dont on ne tient pas compte, qui peuvent être des éléments d'appréciation pour déterminer s'il y a eu un acte, une violence sexuelle ou pas. Mais très souvent, on passe à côté, ou bien c'est des arrangements. Mais lorsqu'on dit arrangement, on arrange les relations familiales. Mais est-ce qu'on arrange la psychologie de la personne qui a subi l'agression sexuelle? Ça fera l'objet d'une bonne émission. Alors, est-ce qu'on peut parler de viol dans un couple? Comment? Bon, en principe... Dans le cas d'un mariage forcé. Bon, le mariage forcé, je me demande comment il peut être forcé, le mariage. Dans le cas d'un mariage forcé ou un mariage non arrangé. Un mariage arrangé. Un mariage arrangé. Si vous parlez de mariage, le mariage ne se faisant pas en un seul jour, si la personne est là tous les jours, bon, finalement, donc c'est un mariage forcé tous les jours. Bon, laissons le mariage. Allons dans un couple notoirement connu. Est-ce qu'on peut parler, à quel moment on peut parler de viol? Dans les deux sens, hein, parce que souvent on pense que dans les deux sens. Oui, bien sûr. Stricto sensu, il peut y avoir viol dans un couple. Comment? Mais un rapport sexuel non consenti. Le non consenti, là, à partir de quel moment on le décèle? Mais à partir du moment où la personne dit non. Mais qui était là quand la personne a dit non? Mais c'est la personne qui dit qu'elle a dit non. Donc voilà pourquoi je disais que c'est très délicat, parce que souvent c'est la parole de la personne contre la parole de l'auteur. Mais il y a des faisceaux d'indices. Par exemple, imaginez-vous, est-ce que pour faire un acte sexuel normal, on a besoin de déchirer les habits, à moins d'être animé de... Non, il y en a, ça fait partie de leur tendance sexuelle. Mais justement, je dirais, à moins d'être animé de certains penchants. Voilà. Mais si ce n'est pas dans l'habitude du couple, et que ce jour-là, la personne est obligée d'en faire usage, ou bien de passer par cette violence, vous voyez, ou bien vous êtes la nuit chez vous, vous entendez crier entre certains couples mariés, mais vous entendez la personne crier. Mais est-ce que le cri strident n'est pas suffisant pour constater qu'il y a un rapport non consenti? Maître, un cri, on ne peut pas se baser sur un cri pour savoir si le rapport est consenti ou pas. Que vous me direz, voilà, le cri peut être aussi symbole de passion. On se comprend. Lorsque nous préparions le CAPA concernant la psychologie du criminel, excusez-moi, nous avons eu un texte de crime au père, un crime que les gendarmes croyaient en être un, alors qu'en réalité, il s'agissait de débats ordinaires entre un couple naturellement marié. Voilà. Bon, oui, mais il y a cela, mais si peut-être c'est une habitude, d'accord, mais il y a des moments où on sent que la violence est au rendez-vous. Et puis,
Souvent, il y a des moments où on poursuit des jeunes. On dit non, il a violé la fille. Et à la barre, il dit c'est ma copine. Mais en ce moment, le lien est difficilement fait entre ce qu'il faut considérer comme viol. Et parfois même la fille reconnaît que c'est son copain de quartier. Par exemple, je prends l'exemple de ce monsieur avec sa copine. Oui. Elle vient lui rendre visite à 18 h. Elle passe dans une pharmacie acheter des préservatifs. Elle va chez lui à 18 h. Est-ce que là, elle peut parler de viol? Le fait d'avoir acheté des préservatifs, ça va être difficilement qualifié viol. Parce que n'oubliez voilà. pas, le viol, c'est un crime. Avant d'arriver au grade du viol, il faut vraiment vérifier s'il n'y a pas une autre infraction qui est faite, qui n'est pas viol. Surtout que la loi... loi... on a prévu l'attentat à la pudeur. Si nous sommes en couple... C'est pourquoi on a prévu l'outrage public. Bon, là, c'est outrage public à la pudeur. Et là, il faut être clair sur cet élément-là, avant que vous me posiez la question. L'outrage public à la pudeur, vous voyez souvent des choses qu'on fait, on dit non, c'est normal. Mais non, il y a des choses qui ne sont pas normales. Imaginez, vous êtes dans un lieu public, on voit des personnes en train de s'embrasser de façon extravagante. Mais là, on peut leur dire que c'est un outrage public à la pudeur. Surtout quand il y a des enfants à bas âge. De façon extravagante, c'est-à-dire? J'ai plus le droit de faire un bisou à ma femme? Ben, un bisou, oui. Mais regardez dans nos rues. Un peu trop langoureux? Justement. Voilà. D'accord. Et si là, nous sommes en couple et que l'agression sexuelle ou le viol est avéré, est-ce qu'il y a une différence de peine entre l'agression sexuelle avérée en couple et entre deux inconnus? Non, pas du tout. La loi n'a pas fait de différence. La loi vous dit le viol est puni de l'emprisonnement de 5 à 20 ans. La peine est celle de l'emprisonnement à vie si l'auteur est aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes. Vous voyez que là encore, ce sera difficilement... la personne peut s'en sortir difficilement s'il y a eu une ou plusieurs personnes. Ou bien si la personne est le père, ou bien un ascendant, ou bien une personne ayant autorité sur la victime. En ce moment, vous constatez que c'est un viol qui prend une autre tournure d'une gravité extrême. Lorsque c'est un ascendant, lorsque c'est le père, lorsque c'est une personne qui a autorité. Par exemple, on a eu le cas des élèves et des professeurs, où parfois, si la relation n'est pas consentie, elle tourne facilement sur le viol. Mais parfois, quand on regarde la différence d'âge, on sent qu'il ne peut pas avoir un consentement éclairé, surtout pour les mineurs. Donc, la raison pour laquelle on punit de façon gravissime, les faits de viol. Mais tout acte sexuel n'est pas viol. Ça, je le dis toujours. Il faut toujours chercher à voir si ce n'est pas autre chose qu'un viol. Parce que le viol, est-ce que tout le monde dit elle a été violée, telle personne a été violée, ainsi de suite. C'est un viol, c'est un viol, c'est un viol. Mais le viol, c'est un crime. Et les actes sont tellement graves qu'il ne faut pas prendre tout acte anodin pour le qualifier de viol. Alors, maître, on n'en parle pas. Souvent, quand on en parle, on rit. Mais il y a des hommes de plus en plus qui sont violés. Oui, bien sûr. Oui, il y a des hommes, mais j'ai eu dit qu'on qualifiait ça d'attentat à la pudeur dans cette même émission. Bon, ça ne m'a pas convaincu, mais il y a beaucoup d'hommes qui sont violés. Alors, oui, bien sûr. Comment qualifier? Parce que autant pour la femme, il y a des indices. Mais pour l'homme, il y a des indices. Oui, voilà. Quels sont les indices pour l'homme? Parce que le mécanisme, on va dire ça comme ça, n'est pas le même. En fait. Vous avez vu ce fait divers qui a défrayé la chronique, où un jeune homme a été assailli par des dames, ligoté, drogué et violé. Voilà. Mais il peut aujourd'hui, il peut avoir des viols entre hommes. Cela arrive. Un de mes amis magistrats m'expliquait qu'une personne qui a été surpris en train de faire un acte de violence sexuelle à un enfant, que je peux qualifier aujourd'hui de viol, parce que c'était un enfant dans la broussaille. C'est la pédophilie. La pédophilie, oui, mais c'est un viol commis sur un mineur. Oui. C'est un viol commis sur un mineur. Bon, certainement qu'il est pédophile, parce que bon, si on ne l'est pas, ça me donnerait qu'on le fasse à un enfant. Et il estime qu'il n'a rien fait. Mais lorsqu'on le regardait, quand il s'est déshabillé, on a vu des indices qu'on appelle indiscutables qu'il portait. Il portait les stigmates de ce qu'il venait de faire. Et donc, en ce moment-là, on l'a poursuivi. Mais c'est un viol commis sur un homme. Donc, vous voyez, comme pour vous répondre à votre question, il peut y avoir un viol sur une personne de sexe masculin, de la part d'une femme ou de la part d'un autre homme. Oui. On entend souvent dans des procès que le gémissement dédouane du viol. Qui vous dit ça? Oui, c'est ce qu'on entend. On a entendu. Par exemple, lorsqu'il y a gémissement, des personnes associent ça comme un consentement. Non, ça c'est...
Bon, on entend ça. Là, dans ces conditions, vous commencez à entrer maintenant dans l'interprétation d'éléments secondaires. Mais il faut entrer dans ces interprétations pour mieux comprendre, justement. Mais ça me tonnerait que les Égyptiens, après enregistrement ou quoi? Parce que lorsque les faits se déroulent, nous sommes loin du procès. Il n'y avait pas de mais lorsqu'on est dans le cadre d'un procès, dans le cadre du prétoire, mais ça me donne que les gémissements soient rapportés, à moins que la personne ait eu le temps de les enregistrer. Si la personne a eu le temps de les enregistrer, non, dans les témoignages. Cette personne est animée d'un sadisme encore plus grand. Dans les témoignages, la personne accusée peut se confier à son avocat pour dire voici ce qui s'est passé, voici ma version, ou bien il peut être appelé à la barre pendant qu'on lui pose des questions. Il va dire oui, elle gémissait, elle a même enlevé ma chemise. Mais il veut se dédouaner. Justement, il veut se dédouaner. Mais vous pensez que celui qui est poursuivi trouvera toujours des astuces, trouvera toujours des éléments pour essayer de convaincre que le fait n'est pas accompli. Mais maître, c'est un moment de fragilité, de fébrilité pour l'homme comme la femme. Donc parfois, on ne peut pas être cartésien. Non, il peut y avoir un moment de fébrilité pour la victime. Mais dire qu'il y a un moment de fragilité pour l'auteur, mais là, en ce moment, je ne le crois pas. Bon, ça peut être un moment de fragilité pour l'auteur s'il a un problème psychologique. Mais, non, mais par exemple, vous direz par exemple que le fait a été accompli suite à un dérèglement psychologique. Mais est-ce que le fait n'a pas été accompli? La loi appréhende le fait. Maintenant, quant à la justification de ce fait, c'est autre chose. Mais on ne peut pas d'emblée dire qu'à partir du moment où il a des problèmes avec sa psychologie, qu'il n'a pas commis le fait. Vous pouvez avoir des circonstances atténuantes ou bien une excuse absolutoire, tout ce qu'il y a comme élément pour alléger sa peine ou bien pour le dédouaner, mais cela n'enlève rien à la commission du fait. C'est comme si on me disait, un fou qui viole. Il est fou, mais l'acte du viol est commis. Mais en ce moment-là, quand on dit il est fou, ce n'est pas le commun des mortels qui dira qu'il est fou. Non, ce n'est pas le commun des mortels qui dira qu'il est fou. Il faut faire son rapport psychiatrique pour s'assurer que c'est vraiment un fou. Parce que le fou, si on dit de catégoriser les fous aujourd'hui, on vous met sur la place... Personne attardée mentale, c'est mieux. Non, si on vous dit de désigner les fous que vous mettez dans la rue, vous allez en voir beaucoup. Hein. Mais parmi eux, il y en a de très lucides. Donc, alors, en définitive, quel recours? Puisque nous sommes à la fin de... ça passe tellement vite avec vous. En définitive, quel recours? La violence sexuelle est une infraction. Toute infraction pénale nécessite une procédure correctionnelle. Une procédure qu'on appelle la mise en mouvement de l'action publique. Quand je dis correctionnelle, c'est seulement pour le cas de délit. Une procédure qui commence par les enquêtes préliminaires, qui peut arriver devant le procureur de la République, qui doit arriver devant le procureur de la République, et qui peut soit ouvrir une information judiciaire, ou bien faire passer la personne en flagrant délit, ou bien une citation directe. Dans tous les cas, il y a une suite à donner, une suite judiciaire à donner. Mais la suite judiciaire ne peut être efficace que s'il y a une bonne enquête. Et la bonne enquête ne peut aider à la sanction de l'auteur du viol que si beaucoup d'éléments, des éléments probants sont réunis. C'est pourquoi souvent, lorsqu'on demande les victimes se taisent, il ne faut pas se taire. Parce que celui qui se tait fait perpétuer l'infraction. Okay. Merci beaucoup. On espère que la nouvelle mouture fera en sorte qu'il y aura plus d'éclairage sur tout ça afin de... On espère vraiment de tout cœur la nouvelle mouture de la loi concernant les violences sexuelles. Ce qu'il faut retenir, c'est que notre loi est trop vide. Trop vide. Et on espère vivement que cela va se régler. On a été très heureux d'être en votre compagnie, mesdames et messieurs, pour ce 30 janvier 2018. C'est officiel, oui. Très chers téléspectateurs, c'est officiel. Le mois de janvier finit demain. Allez, bonne journée à toutes et à tous.